Faisons ensuite à notre présentation générale. On a vu qu'on avait deux lois principales pour comprendre le vivant, selon l'approche de l'énergétique traditionnelle d'Extrême-Orient. On avait deux lois, donc la loi des 5 éléments et la loi du yin-yang. La loi du yin-yang, qui est symbolisée par le symbole du tai chi, si vous vous souvenez, ce symbole que nous avions évoqué, le yin qui est représenté par le noir, et le yang qui est représenté en rouge. Symbole que maintenant tout le monde connaît, tellement il a été utilisé, pas spécialement que pour des choses philosophiques. Hein. Donc, le yang que j'ai manifesté par le rouge. Donc cette théorie du yin-yang, c'est un des piliers de la pensée traditionnelle chinoise, mais pour tout le bassin de l'Extrême-Orient. Et il est important pour nous, pratiquants de Qigong ou d'arts martiaux internes, de s'immerger, de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qu'il représente. Parce qu'en effet, toute la pensée chinoise, s'il en est issue de ce que représente ce symbole du tai chi. Que ce soit donc le Qigong, les arts martiaux, mais aussi la médecine chinoise, toute l'approche sensible des méthodes pour nourrir la vie, qu'on appelle Yang Sheng Shu en chinois, donc qui comprend bien sûr les exercices de santé, mais la diététique, la sexualité, comment on ordonne notre quotidien, etc. Tout procède de l'expression de ce tai chi. En observant, on voit déjà qu'il y a donc deux aspects, un aspect noir, un aspect rouge, que l'on appelle yin-yang. Il est difficile de trouver une meilleure traduction que yin-yang. La graphie traditionnelle chinoise montre une montagne, que ce soit pour le yin ou pour le yang, on retrouve cette racine commune qui symbolise la montagne. Elle est verticalisée, mais vous voyez le paysage. Pour le yin, je fais mon petit pense-bête. C'est une colline où il y a des nuages qui sont en mouvement. Des nuages même qui donnent de la pluie. Pour le yang, on retrouve la même montagne, mais ça c'est le symbole du soleil. Et là, on retrouve la pluie battante. Ça nous parle de l'éclaircie qui est en train d'arriver sur la montagne. Ce qui est intéressant d'observer sur ces idéogrammes, c'est que ce ne sont pas des états, mais plutôt des constatations de mouvement, de transition. Ici, la montagne qui se couvre de nuages qui va apporter la pluie. Ici, une montagne qui est en train de s'éclaircir. Donc ça, c'est déjà une notion très importante par rapport à cette loi du yin-yang.
même si on va définir des choses yin, des choses yang, c'est toujours un état de fait qui est en évolution. Des fois, on parle de la théorie du yin et du yang, où on crée une séparation entre les deux, alors que le vocable exact, c'est théorie du yin-yang. C'est deux choses indissociables. De cette constatation, des éléments qui interréagissent, pour donner la roue du vivant, on a extrait 4 lois principales. La première, c'est que yin et yang s'opposent mutuellement. Alors ce n'est pas une opposition de séparation, c'est une opposition de complémentarité. C'est-à-dire que l'un va pouvoir définir l'autre. C'est parce qu'il y a jour que je peux définir nuit. C'est parce qu'il y a silence que je peux définir bruit. C'est parce qu'il y a contenant que je peux faire un contenu, etc., etc. C'est un peu comme les deux pôles négatifs et positifs qui permettent à l'énergie magnétique de s'exprimer. C'est cette première loi qu'on appelle donc l'opposition complémentaire, ou aussi on pourrait dire qu'en toute chose, il y a du yin et du yang. Et c'est parce qu'il y a ces deux choses, ce yin et ce yang, que le courant peut passer. La seconde loi énergétique que l'on peut observer par ce dessin, c'est la croissance et décroissance. On peut voir que quand une phase croît, l'autre décroît. Et cela fonctionne mutuellement. C'est ce qui crée la dynamique de mouvement. Comme quand on marche, pour pouvoir déplacer une jambe, il faut bien avoir enlevé le poids de la jambe pour pouvoir se déplacer. Donc ça, c'est un principe très important, ce principe de croissance et décroissance commune du yin-yang. Parce qu'on ne peut pas gagner sans perdre. On ne peut pas obtenir sans donner. À chaque fois qu'on acquiert quelque chose de nouveau, il faut faire don de l'ancien. C'est ce qui permettra l'équilibre. Sinon, on pourrait passer, si on ne voulait que donner, que prendre et ne jamais donner, pardon, ce serait une expression de l'avidité, par exemple. L'équilibre doit entretenir ce principe du yin-yang qui est croissance et décroissance. Et ce n'est que parce qu'il y a ce mouvement-là que l'équilibre dynamique peut être maintenu. L'équilibre n'est pas un état de fait. On parle des fois de l'équilibre, de l'harmonie, mais l'harmonie en soi n'existe pas, l'équilibre en soi n'existe pas. Il y a toujours des mouvements d'équilibrage, des mouvements d'harmonisation. C'est un mouvement perpétuel, comme le yang qui croît pendant que le yin décroît. Quand le yin croît, le yang décroît. C'est cette loi de la croissance et de décroissance mutuelle. La troisième loi, c'est l'interdépendance. L'un ne peut exister sans l'autre. Et en toute chose, il y a du yin et du yang. Et c'est toujours par rapport à un référentiel. Des fois, dans les écrits qui vulgarisent un petit peu la théorie du yin-yang, on va définir des choses, des états. Ça c'est yin, ça c'est yang. Oh, moi je suis trop yang, moi je suis trop yin. Alors, il y a toujours un petit peu de vérité dedans, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. En ce sens que c'est toujours par rapport à un référentiel. Par rapport à quoi je me définis. De la même façon, on dit la nuit est yin, le jour est yang, mais le début du crépuscule est yang par rapport à la nuit profonde. Donc tout est en rapport avec son environnement. Et tout est relatif.
cette notion-là d'interdépendance, du yin-yang, nous amène aussi beaucoup à la relativité. La quatrième loi, c'est la transformation du yin et du yang. On voit dans ce symbole que quand le yang arrive à son apogée, ça va être le temps du yin qui va croître à son tour jusqu'à arriver à son apogée pour à nouveau se transformer. C'est cette loi que image l'adage taoïste d'un sage qui s'appelle Chuang Tzu, qui dit que tout phénomène qui n'a pas été à son apogée ne connaît pas de retour. Ça, c'est une constatation importante, parce que parfois on voudrait que des choses se transforment alors qu'elles n'ont pas encore fait leur temps. Et on peut en penser du bien, du mal, mais c'est juste une observation de comment fonctionne le vivant, le réel. Toute chose qui n'a pas été à son apogée ne veut pas se transformer. On peut prendre l'expression des émotions, par exemple, pour imager cette loi. Tant qu'une émotion ne s'est pas exprimée pleinement, ne pourra pas y avoir de transformation réelle. Par exemple, on le sait, pour faire son deuil, il faut laisser s'exprimer pleinement sa tristesse. Tant que la tristesse n'a pas été pleinement exprimée, le deuil n'est pas possible. C'est la loi de transformation. Donc on se remémore les 4 lois. La première, c'est l'opposition complémentaire. Il y a toujours du yin-yang, et c'est divisible à l'infini. Le deuxième, c'est la croissance-décroissance mutuelle du yin-yang. Si l'un augmente, l'autre diminue. Le troisième principe, c'est l'interdépendance. Il ne peut y avoir de yin sans yang. Dans une propre unité, mais également dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Le quatrième, c'est la transformation du yin-yang. Une chose arrivée à son apogée va se transformer. Donc ce symbole est applicable à l'ensemble des choses que l'on peut voir dans les cycles de la nature. Par exemple, on dit que tout phénomène connaît son midi-minuit, comme une journée. Évidemment, le midi serait à l'apogée du yang. Le minuit serait à l'apogée de la nuit. On retrouve un grand axe, ciel-terre, ou l'axe midi-minuit. On retrouve un second axe, qui sera l'axe du matin et du soir. Si ici c'est midi-minuit, ici on pourrait dire 6h, 18h. Toute l'année est aussi configurée à l'image de ce tai chi. Au midi solaire correspond le solstice d'été. Au minuit lunaire correspond l'hiver. Dans notre axe, on retrouve les équinoxes avec l'automne. Et à l'opposé, l'équinoxe de printemps. Tout est applicable et observable avec notre symbole de tai chi. C'est l'origine de toute la transformation du vivant
que les Chinois appellent Huajin, le jeu des transformations. Et c'est vraiment la conception principale de la philosophie extrême-orientale, c'est le changement. Communément, on dit il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Entre les 4 lois qu'on a vues, on a vu que c'était toujours du mouvement, de la transformation permanente. Il n'y a pas d'état de fait. Tout se transforme. On va du coup pouvoir aborder ce point des transformations, puisque c'est quand même ce qui nous occupe. Tout le long de notre vie, nous nous transformons nous-mêmes, nous devons transformer des événements qui nous adviennent, des émotions que nous traversons. Et il est intéressant de voir comment ce symbole nous parle des transformations. Nous avons pris les 4 saisons, qui sont vraiment des éléments là, très définissables pour nous. Le mouvement Yin, qui va de l'été à l'hiver, en passant par l'automne, est un mouvement de décroissance. On sera tous d'accord avec ça. La chaleur décroît, les végétaux décroissent, la nuit, elle, par contre, s'épaissit. Donc on est dans un mouvement descendant. C'est un mouvement Yin. Par contre, de l'hiver à l'été, le renouveau de la lumière, les jours qui rallongent, les végétaux qui sortent de terre, la fructification, nous sommes dans un mouvement yang qui traverse le printemps jusqu'à l'été. C'est un mouvement yang. Donc si on suit la découpe de nos axes, de nos petits quartiers, on peut se rendre compte, et ça nous parle des lois qu'on a évoquées précédemment, que dans le mouvement Yin, il y a une partie où il y a du Yin, mais aussi beaucoup de Yang. Même si dans la partie inférieure, ici, on se retrouve avec beaucoup de Yin. Inversement, dans le quartier supérieur du Yang, quasiment que du Yang. Par contre, dans le quartier inférieur, il y a aussi beaucoup de Yin. Ce jeu des transformations nous amène à la subtilité, à la relativité. S'il n'y avait pas de relativité, je fais une petite digression, le symbole du Tai Chi aurait été dessiné comme ça. Il aurait été simplement dessiné comme ça. C'était simpliste, pratique pour éviter les discussions, puisque ce serait simple, le bien, le mal, etc., etc. Mais on voit que ce n'est pas comme ça qu'a été observée la nature et transcrite sur ce diagramme. D'un rapport donc beaucoup plus subtil, ce jeu des transformations, des complémentarités, des transformations. En ce sens, les anciens parlaient des changements sous 2 vocables distincts, les transformations et les métamorphoses. En effet, quand on pénètre dans les profondeurs de l'hiver, qui dure tout ce laps de temps, puisqu'on pourrait définir que l'été va d'ici à là, l'automne de là à là, l'hiver de là à là, et le printemps sur le dernier. On retrouverait des autres axes. Dans cette saison hivernale, je reviens à la saison hivernale, on voit qu'effectivement, on continue de s'enfoncer dans les profondeurs.
mais qui à un moment, un tournant, en l'occurrence c'est le solstice d'hiver, le 21 décembre, l'énergie, elle, commence à croître. Alors bien sûr, c'est imperceptible puisqu'on a beaucoup, à ce niveau-là, on a beaucoup de yin, très peu de yang, mais le yang est déjà présent. Ce temps-là, c'est le temps de Pian. La métamorphose. C'est Pian en chinois, mais je vous le mets en français, c'est peut-être plus simple. C'est le temps des métamorphoses. Le mouvement énergétique est déjà en train de s'inverser. Pourtant, on ne le remarque pas encore. Il fait encore bien froid, les nuits sont glaciales, la nuit tombe vite. Peu de manifestations. Peut-être par-ci par-là quelques perce-neige, on commence à voir les bourgeons pointer sur les arbres. Le mouvement printanier est déjà en germe, est déjà lancé. Au printemps, au 21 mars, chez nous, sur le calendrier, c'est marqué le printemps, mais on passait du 19 mars l'hiver au 21 mars printemps. Il y a eu tout ce jeu de métamorphose pour ensuite arriver à la transformation que l'on appelle roi en chinois. Effectivement, ici, la forme change. Les arbres fleurissent, des fruits apparaissent, le soleil chauffe. Donc il est intéressant d'avoir ces deux notions pour être plus attentif, plus présent, plus circonspect avec notre perception du monde, des événements qui nous arrivent, être dans une dynamique plus observante et aussi plus active. On a souvent du mal, on se dit c'est bizarre, je n'arrive pas à transformer certaines choses. C'est parce que souvent, on veut agir sur la transformation au moment où les choses apparaissent. Quand j'ai une grande colère qui me prend, c'est très difficile d'agir sur cette colère. Il n'y a pas grand-chose à faire plutôt que de l'exprimer. Alors évidemment, peut-être pas crier sur les gens qui nous entourent, mais on peut aller crier dans la montagne. Voilà. Mais agir sur la colère quand elle est là, très difficile. C'est en amont, dans la métamorphose, que peut-être des choses sont déjà perceptibles et pourraient me permettre d'être en conscience de donner une direction différente aux événements. Cette notion de transformation, de métamorphose, tout ce rapport du Tai Chi Tu, c'est la base de la philosophie traditionnelle et notamment de la vision aussi médicale. Pour imaginer ce jeu des changements entre métamorphose et transformation, il y a un adage de médecine traditionnelle chinoise qui dit « Appeler un médecin au chevet du malade, c'est comme commencer à creuser un puits lorsque l'on ressent la soif. Ou c'est comme commencer à forger les armes lorsque l'ennemi est au pied des murailles. » Observer ce phénomène, y être attentif, c'est donner plus d'espace à notre attention, à notre précaution, aux soins de ce qui se déroule en nous, à l'extérieur de nous, dans notre environnement. Voilà, toutes nos disciplines sont basées là-dessus, donc je vous invite à, voilà, si ça vous intéresse, il y a des ouvrages conséquents, très intéressants, qui vont bien plus loin. Moi, je ne suis ni sinologue, ni un érudit, donc je vous partageais juste cette vision pragmatique du symbole du Tai Chi. Nous allons continuer avec une petite extension pour voir comment on constitue un symbole
du Tai Chi. Ça nous parlera de la prévalence du Yin. Donc pour concevoir un Tai Chi Tu, un symbole du Tai Chi en représentation, comme un poster, un tableau, traditionnellement on l'effectue de cette façon-là. On découpe une pièce de papier ou de tissu ou un autre support pour dessiner un cercle complètement noir. Ce cercle complètement noir représente le vide originel. Les Chinois l'appellent Wuji, qui signifie littéralement vide originel. On remonte là donc dans la cosmogonie, la métaphysique de la création de notre univers. Un peu d'où est né ce Big Bang originel. Dans la tradition orientale, on dit que tout procède du vide. Représenté donc par cet espace, ce cercle noir. Pour continuer, donc pour créer notre Tai Chi Tu, ensuite, sur une autre pièce, de papier ou de tissu ou autre support, on dessine l'expression du Yang, qui a la forme légèrement d'un corps de poisson. On a donc symbolisé ce qui s'exprime, ce qui se voit dans le monde sensible, l'expression du vivant. Cette expression du vivant, ce yang, va venir être apposé sur notre disque noir. Je refais le disque noir, mais c'est bien de celui-ci qu'il s'agit. J'ai mon disque noir sur lequel je vais venir apposer cette partie de yang. On comprend bien que dessous, on a bien notre disque noir. Notre Tai Chi est presque achevé, si ce n'est que lorsqu'on a conçu notre partie yang, on a enlevé un petit cercle qui du coup, lorsque cette partie a été apposée sur le disque originel, il a laissé apparaître le yin qui est contenu dans la manifestation du yang. Parce que si cette expression du yang a bien émergé du vide originel, comme notre univers qui est apparu par le Big Bang du vide intersidéral, si je peux m'exprimer ainsi, il reste néanmoins toujours une présence du yin dans le yang manifesté. Et de la même façon, cette partie qu'on a enlevée va venir s'apposer sur le yin. Car, bien sûr, si de Wuji, le yang, l'expression vivante, a pu émerger, c'est qu'elle était bien contenue quelque part en germe indicible dans les profondeurs
du yin. Ça nous amène donc à concevoir cette dernière loi du Tai Chi, qui est que dans tout élément, il y a une partie de l'autre. C'est-à-dire, dans le yin, il y aura toujours une petite partie de yang. Et dans le yang, il y aura toujours une partie de yin. C'est bien ce triptyque qui fait que l'énergie vivante s'auto-régénère et que notre univers poursuit sa route des transformations. Donc on voit, quand on conçoit traditionnellement un Tai Chi Tu, un symbole de Tai Chi, ça nous amène à concevoir ce que l'on peut appeler la prévalence du Yin. Bien sûr, pas en tant que supériorité du Yin, mais juste en constatation de ce phénomène créateur que je viens de vous évoquer. On le constate aussi aisément dans le sens où on voit il y a une immuabilité du Yin et une expression du Yang. Pour exemple, on va prendre l'exemple du jour et de la nuit, ou plus exactement de l'obscurité et de la lumière. On voit qu'on peut agir sur la lumière. On peut augmenter la lumière ou la baisser. Par contre, on n'agit pas directement sur l'obscurité. Il n'y a pas de commutateur pour faire venir de l'obscurité. On ne peut agir que sur la lumière. C'est la même chose pour le son et le silence. Le silence est yin, le son est yang. Je peux agir sur le son, augmenter la force du son, baisser la force du son, mais je ne peux pas agir directement sur le silence. Le silence est, par contre, je peux faire avec le son. Donc cette prévalence du yin, elle peut aussi avoir des incidences sur notre perception du monde et la façon dont on a d'agir sur le monde. Je peux agir sur les manifestations sur le yang, mais il y a une immuabilité du yin, un réceptacle. Voilà cette dernière notion que je voulais vous évoquer, celle de la prévalence du yin. Dans nos disciplines, elle est importante puisque la prévalence du yin, dans toute notre pratique, on parle aussi beaucoup de la qualité mentale que l'on doit avoir, pour que ce ne soit pas simplement une gymnastique. Dans la sphère mentale, on a aussi un aspect yin, un aspect yang. L'aspect yin sera notre sphère d'attention. La manifestation yang sera l'intention qui émerge de notre sphère mentale, de notre sphère d'attention, qui va émerger pour donner une direction à nos mouvements, une intention quelle qu'elle soit. Si l'intention est bien sûr fondamentale pour qu'il y ait expression de l'énergie, on voit bien que son support, sa base solide, c'est l'attention. Donc vraiment une invitation à développer la pratique de l'attention. Quand on commence nos pratiques, avoir toujours ce temps où on cultive cet espace originel de Wuji, cet espace d'attention, duquel pourra émerger une intention véritable qui naît de la profondeur du yin. Voilà, comme vous le voyez, ce symbole, on pourrait en parler longuement. Ce serait bien sûr plus facile si on pouvait échanger directement, avoir des questions-réponses, ça nous permettrait de cheminer plus avant. Mais déjà, voilà, c'est histoire de faire un exposé un petit peu synthétique. Si vous avez des questions, des partages, des envies, faites-le moi savoir et voilà, j'y répondrai autant que possible.